Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais donc commencer par la correction de ce petit exercice que je vous avais, sur lequel je vous avais proposé de réfléchir à la fin du dernier cours. Donc, et puis ce que je vous propose, c'est que, assez rapidement, parce que en principe, il y a, à part peut-être deux petits détails qui sont un peu plus difficiles, le reste normalement ne présente aucune difficulté. Ce texte, qui est un extrait de Gracq, on l'avait déjà utilisé pour l'étude des fonctions, si vous vous souvenez. C'était pas le texte Zola ? Non, pas pour ça. Le texte de Zola, c'était quoi ? C'était pour les verbes. Ah oui, c'était pour les verbes. Oui. Non, là c'était un autre texte sur lequel je vous avais proposé, pour appliquer, si vous voulez, l'ensemble de ce qu'on avait vu sur les parties du discours ou les natures de mots, un texte plus bref, parce que évidemment... Non, je ne l'ai pas distribué, en fait. Il était sur le PowerPoint. Bon, mais c'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps de l'examiner. Bon, alors on va commencer par le fond, peut-être Lola. Donc on prend mot par mot et puis on essaie de dire quelle est la nature du mot. Ah, ça commence mal. Alors, vers n'est pas un adverbe. Un adverbe, il se rattache à un verbe ou à un adjectif. Donc là, quelles seraient les autres options possibles ? Préposition, oui, c'est une préposition. Alors, votre prénom, rappelez-moi. Brenda. Ok, donc une préposition. Ensuite, donc Rebecca. D'accord. Annika. Nom commun. Oui, d'accord. Nom commun. Ensuite, Anaïs. Oui, préposition. On continue avec Marie-Carmen. D'accord. Ensuite, Amina. Oui. Alba. Oui, adjectif, c'est un adjectif numéral, la première. Brenda. Non, d'accord. Laura. Oui. Carolina. D'accord. Daniela. Oui, alors, oui. L'Ardenne, ce serait plutôt féminin, du coup. Bon. Chungi. Donc après, on en est à l'apostrophe, donc Ardenne. Oui, Nancy. Quand? Non, ce n'est pas un adverbe. Oui, mais est-ce que vous pouvez préciser? C'est bien une conjonction? Oui, c'est une conjonction de subordination, puisque on a une subordonnée quand Grange se réveilla. D'accord ? Donc, quand est bien une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée. Alors, ensuite, donc Joseph, on a quand Grange se réveilla. D'accord ? On a vu que quand est une conjonction de subordination et Grange
quand Grange se réveilla, en fait Grange c'est un personnage. Donc Grange est quoi comme type de mot à votre avis? Oui, un nom propre. Voilà, Grange c'est un nom propre. Se réveilla, Jean. C'est le verbe se réveiller. Oui. Premier groupe. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut analyser séparément ce? Le se. C'est un pronom personnel réfléchi. Voilà, c'est ça, hein, ce pronom personnel réfléchi. Mais vous avez raison, les deux vont ensemble, hein, se réveiller. Ensuite, on recommence avec Lola. Un jour blanc et sans âge répandait sur le plafond l'ombre des croisées. Oui. Oui. Astrid. Oui. Rebecca. Oui. Annika. Très bien. Anaïs. Oui. Alors, quand vous ne savez pas, ça arrive parfois hein, qu'on hésite. Donc, pour 100, on est d'accord, c'est un mot grammatical. Donc vous éliminez, c'est pas un nom, pas un adjectif, etc. Honnêtement, entre quoi et quoi vous hésiteriez pour 100? Un jour blanc et sans âge. Quelles sont les possibilités? Est-ce que ça pourrait être un déterminant, par exemple? Non, c'est sûr que ce n'est pas un déterminant. Il reste quoi comme possibilité si on enlève? Sans que vous donniez votre réponse à vous, mais quelles sont les réponses, à la limite, qui seraient crédibles? Alors, il y aurait préposition éventuellement. Bon, alors, de toute façon, c'est sûr que les difficultés qu'ont les étudiants en général portent sur les catégories, ne portent pas sur les verbes, les noms, tout ça, les déterminants. En général, les gens reconnaissent très bien tout ça. C'est plutôt sur les prépositions, les adverbes, les conjonctions, hein, qu'on a des hésitations. Préposition, adverbe, conjonction. Bien. Un jour blanc et sans âge. Je pourrais remplacer avec. Voilà. On pourrait remplacer sans par avec. Et avec, ça vous évoque quoi? Ça vous aide de dire? Non. Bon, donc c'est une préposition, hein, on a bien une préposition. Qui en fait est placée devant un nom pour construire un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel qui a ici une valeur adjectivale, mais en fait un jour sans âge, c'est un peu comme un complément du nom, de jour. Donc j'ai donné la réponse pour âge, hein, qui est un nom. Alors, donc j'en étais à... allez, alors qui est-ce qui est arrivé à la fin là? Ah oui, pardon. Donc, vous vous rappelez votre prénom? Oui, Sarah. Sarah. Et derrière Monica. Comment? Amélie. D'accord. Alors, donc Sarah, allez-y. Oui, d'accord. Monica, la suite. Sur le plafond, donc. Oui, sur préposition. Hein. Oui. D'accord. Sur préposition, le article défini, plafond non commun. Donc répandait sur le plafond, c'est un groupe prépositionnel hein, classique. Alors Amélie, la suite. Donc on va, au lieu que vous fassiez un seul mot, on va faire des petits groupes, hein, ce sera plus rapide. Donc l'ombre des croisées.
Oui. Défini de quel genre? Alors, c'est pas masculin là, hein. C'est une ombre, donc c'est féminin. Hein. Ça se voit pas évidemment puisque c'est l'apostrophe, mais c'est un article défini, féminin singulier, et l'idée. Ombre. Alors attendez, ombre, vous m'avez dit que. Oui. 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 D'accord. Alors, croiser, vous remarquez que c'est un participe passé du verbe croiser, hein, mais qui ici est a entièrement basculé dans la catégorie des noms. Hein. Une croisée, j'ai pris la précaution pour celles d'entre vous qui n'auriez pas du tout d'idée de ce que ça représente. C'est vrai que dans le contexte se répandait sur le plafond l'ombre des croisées. C'est ça une croisée. Hein. C'est une fenêtre avec des croix. Donc c'est pour cette raison qu'on a ce nom. Et donc la lumière passe à travers et on voit l'ombre des croix qui correspondent à la croisée. Bien, donc ce fait-là qu'un nom soit en réalité issu d'une forme verbale, donc que un participe passé puisse fonctionner comme nom ou comme adjectif, et non pas comme verbe, c'est un phénomène assez général au fond, hein, que des noms, enfin que des mots, on va en voir un autre exemple tout à l'heure, des mots sont employés d'une manière qui ne correspond pas à leur catégorie d'origine, à leur nature d'origine. Un verbe est employé, fonctionne comme un nom dans la phrase. C'est la distinction entre le plan de la langue, où on a le mot non employé, qui a sa catégorie de base, si on veut, hein, un verbe, le verbe croiser, qui au participe passé fait croiser, et qui, en discours, va être employé dans une certaine construction et qui ne coïncidera pas forcément avec sa catégorie d'origine, et qui pourra être, en l'occurrence, là, pour une forme verbale de participe passé, un nom ou un adjectif. Alors, donc on va continuer, je ne sais plus dans quel sens on est, mais bon, mettons Jean. Donc on en est à l'ombre des croisées, sa première impression. Ça, c'est déterminant possessif. Oui. Féminin singulier. Mmh. Première, un adjectif Oui. général. Oui, très bien. Et impression, c'est un nom commun. Voilà, parfait. Nancy, la suite. Donc. Voilà, fut un suspens anormal du temps. Vous allez jusqu'au bout, fut un suspens anormal du temps. Oui. Oui. Non, pas indéterminé, article. Le début est bien, mais défini, indéfini. Voilà. Mmh. Mmh. Non, c'est pas pluriel, hein. C'est un suspens. Donc il y a un S à la fin, mais. Mmh. Oui. Oui. Ça s'appelle donc l'article défini contracté. Très bien. Oui, Sandy ? Non. Voilà. Il crut que son réveil s'était arrêté, que est une conjonction de subordination qui introduit une subordonnée, hein, que son réveil s'était arrêté.
De toute façon, on va travailler aujourd'hui sur les subordonnées. En l'occurrence, ici, on va voir qu'il s'agit, mais on a un tout petit peu parlé, d'une subordonnée complétive. Donc, son réveil s'était arrêté. Daniela, son réveil s'était arrêté. Mmh. Voilà. Hein, c'est même le verbe s'arrêter. Et c'est la construction pronominale ici qui provoque la présence de l'auxiliaire être. Parce que le verbe arrêter, si j'arrête quelqu'un, je vais, ou plus que parfait, je vais dire il avait arrêté un voleur, par exemple. Un policier avait arrêté un voleur. Bon. Ici, vous savez sans doute, dès qu'on construit un verbe à la forme pronominale, s'arrêter au lieu de arrêter, l'auxiliaire devient être. Donc, effectivement, ici, il convient d'analyser s'était arrêté comme le plus que parfait de s'arrêter. Et puis, on peut dire que était l'auxiliaire, être, et puis S apostrophe, comme on l'a vu tout à l'heure, donc un pronom réfléchi. Ensuite, Carolina, pour il se leva. Il prend personnel, ce pronom réfléchi, et donc c'est des verbes qui ont l'air sévérés. Oui. Les verbes Passé simple, très bien. Brenda? Je lis par la fenêtre, il a une fenêtre personnelle, il c'est le passé simple de me voir. Oui. Par une fois de conjonction. Hein? Pardon? Une conjonction. Non. Alors, conjonction, ça voudrait dire... Conjonction de subordination, ça voudrait dire qu'il y a forcément une subordonnée après. Hein? Mais par la fenêtre, ça peut pas être... C'est pas une subordonnée, vous êtes d'accord? Oui, une préposition. Là, un article définit son nom, et fenêtre un nom. D'accord. Ensuite, donc, Alban, donc là, il vit par la fenêtre, la forêt blanche à perte de vue. Là, on peut former un Oui, article défini, hein, on précise. blanche article, à préposition, Mmh. des prépositions. Alors, oui. Alors là, donc perte, c'est plutôt, c'est un nom, ça fonctionne comme un nom. Mais la difficulté ici, c'est que à perte de vue, au fond, est une expression. Donc, on peut l'analyser comme un élément unique, donc comme une locution. Mais ça, c'est une des difficultés, une des rares difficultés que présentait le texte. Hein. À perte de vue. Si, en admettant que ce soit une locution, pourquoi c'est une locution? Parce que on voit qu'il est difficile de modifier les éléments de cette locution. Par exemple, on ne pourrait pas dire à perte de regard. Vous voyez, bon. Donc, mais il y a un certain nombre de critères qui existent pour permettre de savoir si une suite de mots est une locution figée ou pas. Mais alors, si c'est une locution à perte de vue, c'est une locution de quel type? De quelle catégorie? Parce que dans les locutions, il y a des locutions prépositionnelles, des locutions conjonctives, des locutions adverbiales, de toutes sortes. Hein. Donc cette suite de mots à perte de vue serait l'équivalent de quel mot simple? Oui, un adverbe, hein, c'est une locution adverbiale. Voilà, on pourrait dire loin, infiniment. C'est donc une locution adverbiale. Alors, Amina. Oui, pardon, vous avez une question? Vous donnez face à
une expression comme ça, et on est en train d'analyser la nature des mots, on doit le faire ensemble, comme une locution. Oui, on n'analyse pas le détail à l'intérieur. Parce que finalement, vous voyez, même si perte est un nom, hein, ici, son statut de nom est au fond disparaît dans la construction de la locution, parce qu'on ne peut pas lui mettre un article, donc ses propriétés de nom disparaissent, il devient une sorte d'élément indiscernable de la locution. Donc on analyse le bloc uniquement et sans analyser en détail les éléments qui constituent la locution. Alors ensuite donc Amina. Donc on en était à... D'accord, bon, faites jusqu'à « il se recoucha dans la chambre quiète ». Alors, il c'est un pronom, ce c'est un pronom personnel réfléchi, recoucha c'est un verbe, donc préposition, la article, oui c'est un article. Oui, c'est un article là, mais un article de quelle sorte? Déterminant. Non, alors ça c'est la catégorie générale. Hein, donc, oui, article défini. Chambre, nom, quiète, adjectif. Voilà. Quiète, tout le monde voit ce que ça signifie, hein, calme. C'est... Très bien, merci. Alors, donc à Marie-Carmen. Avec un comportement qui lui faisait cligner les yeux. Alors, avec préposition, en déterminant article indéfini, Oui. comportement non commun, Oui. qui conjonction de subordination. Alors, c'est une conjonction un peu particulière, c'est un pronom relatif, ce qu'on appelle un pronom relatif. Hein. Mais ça n'est pas faux ce que vous dites, parce que effectivement, ça n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que c'est bien un outil qui introduit une subordonnée. Mais on va le voir, parmi les outils qui introduisent les subordonnées, les pronoms relatifs ont des propriétés un peu différentes des conjonctions de subordination. Mais au fond, un pronom relatif inclut quelque chose comme une conjonction de coordination. Donc, qui lui faisait cligner les yeux? Alors, lui, c'est un pronom personnel. Faisait, c'est un verbe, c'est un groupe. Et puis, cligner, c'est un verbe. C'est un groupe, il y a un petit. Et faisait, c'est conjugué à un passé. Et puis, les c'est en déterminant article défini. Et je, c'est un nom commun. Très bien. Alors, qui lui faisait cligner les yeux, faisait ici fonctionne un peu comme un genre d'auxiliaire, hein, mais bon. Alors, Sarah, vous continuez pour il se recoucha dans la chambre. Non, on n'en était pas là, pardon. À partir de le silence respirait autour de lui. Le article déterminant, Alors, pardon, j'ai pas compris. article défini. Oui, article défini. Et le nom, respirer, le verbe respirer, et le premier groupe, c'est un parfait. Oui. Et autour. Ouais. Alors là, il ne faut pas analyser autour tout seul. Hein. Autour d'eux. Et c'est, oui. Voilà. Alors, c'est en effet une locution prépositionnelle ou une préposition autour d'eux. Pour s'en rendre compte, quand on hésite comme ça, il faut essayer de faire varier. Hein. On pourrait dire le silence respirait vers lui. Donc autour d'eux, c'est une préposition qui va indiquer le lieu. Et lui, donc. D'accord. Alors, c'est Anaïs à côté? Oui. Oui.
Très bien. Ensuite, donc, Annika. Le temps faisait A, deux articles de chimie masculin. Le temps commun le verbe faire en passé et A. Voilà. Alors là, tout à fait d'accord. Hein. Simplement, on a une particularité, on a une construction qu'on appelle faisait halte. Ça va ensemble. Hein. C'est ce qu'on appelle une construction à verbe support. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu si j'ai le temps. C'est simplement l'idée que le verbe faire ici sert au fond à transformer halte en verbe en réalité. Hein. C'est une façon de construire un verbe à partir d'un nom. Le temps faisait halte. Si le verbe existait hein, en français, mais il n'existe pas, on pourrait dire, ça veut dire le temps haltait, hein, au sens de faire halte. On aurait la même chose dans des constructions du type il traduit un texte, il fait la traduction de. Faire la traduction de, c'est l'équivalent du verbe traduire. Donc, je vous dis cela parce que ce sera difficile d'analyser la fonction de halte par rapport à faire. C'est pas faire quelque chose au fond, faire halte. C'est pas comme faire un gâteau. Donc on a là, au fond, il faudrait presque analyser l'ensemble faisait halte comme un tout, hein, construction à verbe support. Mais c'est une particularité un petit peu délicate et c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'enseignement, disons, élémentaire de la grammaire française. Donc c'est plutôt un genre de choses à éviter si on peut dans les textes qu'on donne aux élèves. Alors j'en étais à Rebecca. Pour les habitants du toit, pour préposition, Oui. les articles du pluriel, habitants non communs, les prépositions. Non, pas tout à fait. Il y a de la préposition dedans, mais pas seulement. Oui, c'est ça. Hein. C'est si au lieu d'avoir le toit comme lieu d'habitation, vous aviez, je sais pas moi, la montagne, vous auriez les habitants de la montagne. Hein. Donc du toit, c'est de plus le, donc c'est l'article défini contracté. Donc c'était pas complètement faux de dire que c'est une préposition, puisqu'il y a une préposition à l'intérieur de du, mais c'est quand même imprécis. Donc du article défini contracté et toi. Voilà. Astrid. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'analyser séparément un peu? Est-ce que un peu, ça s'analyse comme un tableau, un ordinateur? C'est pas un peu. Un peu. Alors, un adverbe. Donc, oui. Oui, comme un adverbe. Comme si l'opposé de très, hein, c'est l'équivalent de très, un peu. Bon. Alors, seulement, là, il y a un point intéressant avec l'analyse de fait. Qu'est-ce que vous en faites de fait? Ah, très bien. Donc, en effet, on a ici un nom. Normalement, fait, c'est un nom. Hein. Donc, c'est un autre exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure à partir de croisée, du décalage qu'il peut y avoir entre le statut, entre la nature d'un mot en langue et la nature d'un mot en discours. En langue, c'est dans le dictionnaire, si vous voulez. Hein. En discours, c'est quand le mot est employé. Bon. Fait, en langue, est un nom. Mais ici, il fonctionne, il est utilisé comme un adjectif. Cette neige un peu fait, on pourrait dire, je sais pas, un peu magique, vous voyez, pour utiliser un adjectif à la place. Donc on pourrait dire qu'il fonctionne comme un adjectif, mais
dans la grammaire plus récente, on a du coup introduit une fonction qui était peu exploitée auparavant, et on va pouvoir parler de substantif épithète. C'est un nom épithète. Donc c'est intéressant de dire qu'il fonctionne comme un adjectif, parce que c'est vrai que par rapport à neige, ça donne une propriété, une qualification. Mais une solution, c'est de dire qu'il est transformé comme adjectif, une autre de dire que c'est un nom mais qui a une fonction d'adjectif, ce qui revient strictement au même. Mais en effet, on a ici un emploi un peu particulier. Alors, Lola, pour la suite, donc, qui allait fermer les routes? Pas tout à fait. Ouais, donc. Oui, un pronom relatif. Bon, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Ça me confirme qu'il faut que j'apporte des précisions sur ce point. Donc, pronom relatif qui. Oui. D'accord. Amélie. Donc, ouvrez le temps des grandes vacances. Mmh. Mmh. D'accord, article défini contracté. D'accord. Pas de... Oui. Oui. Oui, alors, qui allait fermer, c'est une... on peut analyser séparément, aller, verbe aller, fermer, infinitif du verbe fermer, mais c'est une construction, vous voyez, qu'on a où aller fonctionne un peu comme un auxiliaire, là aussi. La neige, le verbe important, ici, entre aller et fermer, c'est fermer. La neige, elle ferme quelque chose. Simplement, elle est sur le point de fermer, donc elle va fermer. Donc c'est une construction d'une forme de futur, si vous voulez, qu'on construit avec cet auxiliaire aller. Oui. On ne peut pas dire que c'est un déterminant numéral. Alors, première, pourquoi ça ne peut pas être un déterminant? Parce que vous ne pouvez pas l'employer seul devant le nom. Vous pourrez dire ma première voiture, la première voiture, une première voiture, mais pas première voiture tout seul. Donc on a besoin d'un déterminant, et première fonctionne comme un adjectif. Mais il a la fonction d'un adjectif, c'est un adjectif d'un statut un petit peu différent, puisque c'est un numéral, et puis il a un rôle un peu... il est un peu limité dans sa position. Les adjectifs numéraux, vous voyez, on peut difficilement les mettre après le nom. Mais si on les met après le nom, ils prennent souvent un autre sens. Par exemple, je sais pas, un nombre premier, ça prend un sens différent, un état second. Donc, ce sont des adjectifs qui ont des propriétés particulières, les adjectifs numéraux, par rapport aux autres adjectifs. Bien, alors, au total, vous n'avez aucune difficulté pour 99% des mots. Les seuls petits détails qui posent problème, ce sont les cas où on a des locutions, en particulier pour les locutions adverbiales. Vous avez aussi, mais c'est classique, quelques petites hésitations sur la catégorie de la préposition et de la frontière entre préposition et conjonction, voire adverbe. Donc ce sont les parties du discours les plus abstraites en fait, les plus grammaticalisées, les plus grammaticales, donc qui sont plus difficiles à maîtriser. Alors, aujourd'hui, on va donc travailler... ah oui, alors juste, je fais le bilan là de tout ce qu'on a vu
Bon, non, je ne vous le dis pas parce que sinon, mais la semaine prochaine, on fera un petit exercice mais je préfère ne pas vous l'annoncer maintenant. Donc, au stade, là, en quelques semaines, hein, on a parcouru l'ensemble de ces notions et, en principe, à part, bon, je le disais, éventuellement pour les questions de préposition, de conjonction, on a vu aussi que vous aviez parfois des hésitations sur le pronom relatif. Alors, effectivement, le pronom relatif, il est entre le pronom et la conjonction, comme dans son statut. Mais on a parcouru et on a fait des petits exercices à chaque fois sur l'ensemble de ces notions, qui sont vraiment les notions de base de la grammaire qu'il faut bien maîtriser avant d'expliquer des choses plus complexes. Alors maintenant, on va pouvoir entrer dans les détails et commencer à travailler de manière plus approfondie sur les propositions subordonnées. Alors, c'est assez simple, mais il faut avoir des classements précis en tête. On peut distinguer 4 types de subordonnées. Des subordonnées qu'on va appeler complétives, des circonstancielles, des relatives, qui toutes sont introduites par une conjonction de subordination, mais il existe aussi des subordonnées sans conjonction de coordination. Donc, ce qui les distingue, hein, comme je l'ai écrit ici, c'est d'abord, ce qui distingue les 3 premières de la dernière catégorie, c'est la présence d'un mot subordonnant, et ensuite, c'est le statut du mot subordonnant. Donc, dans les complétives, donc, par exemple, je crois qu'il va faire beau, le que dans je crois qu'il va faire beau, ou le si dans je me demande s'il va faire beau. Bon, j'aurais dû mettre des italiques ici. Hein. Eh bien, que n'a vraiment pas du tout de sens assignable. Hein. C'est vraiment un pur outil grammatical, que. Et si, c'est la même chose, hein, ici. Je me demande s'il va faire beau, c'est l'équivalent de que, parce que si vous disiez je sais, vous diriez je sais qu'il va faire beau. Hein. C'est simplement la forme de que lorsqu'on a une interrogation. Bon. Donc, dans ces cas-là, que ou si, alors attention, pas le si hypothétique, hein, de si j'étais riche, etc. C'est vraiment le si dans la structure d'interrogative indirecte. Ils sont de purs outils grammaticaux. Donc c'est ça qu'on appelle les complétives. Ce sont les subordonnées introduites par une conjonction de subordination qui est un pur outil grammatical. En revanche, dans les circonstanciels, le mot subordonnant donne une information. Par exemple, si vous utilisez quand, je sortirai quand tu auras fini, quand donne une indication temporelle. Parce que va donner une indication causale. Hein, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Donc, ce qui va distinguer la complétive de la circonstancielle, c'est que le mot subordonnant dans la circonstancielle, il a un sens. Et ce sens, il donne la relation, il indique la relation entre la principale et la subordonnée. Donc, relation de temps, relation de cause, et c'est pour cette raison qu'on a différentes sortes de subordonnées circonstancielles, de temps, de cause, etc. Alors qu'on n'a pas 36 sortes de complétives. Les complétives, elles sont introduites par que n'a aucun sens, il n'y a aucune raison de distinguer, à part les complétives introduites par que et les complétives introduites par si, il n'y a aucune raison de distinguer les différentes complétives introduites par que. Hein. Bon. Donc c'est ce qui distingue le fait que l'outil subordonnant, l'outil de subordination, la conjonction de subordination a un sens, c'est ce qui distingue les circonstancielles des complétives. Quant aux relatives, je vous l'ai déjà dit, la particularité des relatives, c'est que le mot subordonnant joue à la fois un rôle d'outil de subordination, mais aussi un rôle pronominal. Donc, au fond, le pronom relatif, on aurait très bien pu l'appeler conjonction pronominale. Je veux dire, on le met traditionnellement dans la catégorie des pronoms, mais c'est en même temps, et c'est pas plus l'un que l'autre,
c'est en même temps un pronom et une conjonction de subordination. Donc, la tradition aurait très bien pu dire que c'était une conjonction pronominale. Dire pronom relatif, c'est... Bon, là, c'est purement arbitraire, hein, c'est pas seulement un pronom. C'est effectivement un pronom, mais pas seulement. Bon, par exemple, quand vous prenez « l'homme que tu as vu est un ami », le pronom « que », ici, permet bien d'introduire la subordonnée « que tu as vu », hein, qui est donc une expansion de « homme ». Dans le groupe nominal sujet, ici, l'homme que tu as vu, qui est sujet de « est un ami », on a un déterminant « le », un nom « homme », et puis une expansion nominale, hein, que tu as vu, qui est l'équivalent d'un adjectif. Bon. Donc, puisqu'on a un autre verbe et un outil introducteur, on a bien un phénomène de subordination, c'est-à-dire une sous-phrase introduite à l'intérieur d'une phrase, hein, ici. Mais, qu'est-ce que ça signifie que tu as vu? Et ça, c'est vraiment un exercice, comment dire, une manipulation mentale que vous devez faire toujours quand vous analysez des relatives. Il faut dérelativiser, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire retransformer la phrase avant qu'elle soit transformée en relative. Et comment elle est la phrase avant qu'on la transforme en subordonnée relative? Elle dit « tu as vu l'homme ». D'accord? Tu as vu l'homme, et on a remplacé l'homme par que. Bon. Donc, si je fais cela, quand je fais « tu as vu l'homme », ça me permet de trouver la fonction de que. Puisque quand je dis « tu as vu l'homme », l'homme, je vois bien qu'il est COD du verbe voir. Donc ça me permet de dire que est COD du verbe voir. Bon. Mais ce qui est clair, là, le point sur lequel je veux insister, c'est que ce mot « que » a pour antécédent « homme ». Hein, donc il joue bien un rôle de pronom aussi. Bon, donc c'est ça qui va caractériser le pronom relatif. C'est qu'il a un antécédent, donc il représente un autre mot, mais comme il a un antécédent, il a aussi forcément une fonction. Un pronom, il a une fonction. Vous aurez remarqué que tout à l'heure, les conjonctions, que ce soit les conjonctions de subordination comme que ou si qui introduisent les complétives, ou les conjonctions de subordination comme parce que, puisque, quand, qui introduisent des circonstanciels, je ne vous ai pas du tout parlé de fonction de ces conjonctions. Elles n'ont pas de fonction, elles n'ont pas de fonction au sens de la liste des fonctions grammaticales. Elles ont, on dit, un rôle de subordonnant. On pourrait dire, hein, la tradition grammaticale aurait pu retenir l'idée que la fonction de ces mots, c'est d'être subordonnant. Fonction subordonnant, par exemple. Mais ça n'existe pas dans la tradition scolaire. Donc on ne dit rien, il n'y a pas de fonction. Ils n'ont pas de fonction, ces mots. D'accord ? En revanche, le pronom relatif, il a toujours une fonction, puisqu'il remplace quelque chose, hein, puisqu'il a un rôle de pronom. Donc, quand on analyse une relative, il faut non seulement donner la fonction de la relative, qui va être ici, disons, épithète de homme, la relative tout entière, mais il y a aussi la fonction du pronom relatif. Il y a deux fonctions différentes. Hein. Alors que dans les subordonnées complétives ou dans les subordonnées circonstancielles, seule la subordonnée a une fonction. La subordonnée circonstancielle, elle va de toute façon être de fonction complément circonstanciel. La subordonnée complétive, elle va être souvent complément d'objet direct. Mais, donc la subordonnée, elle a une fonction, comme la relative, qui va être fonction d'expansion nominale ou épithète, par exemple. Mais ça s'arrête là. L'outil introducteur de la subordonnée n'a pas de fonction, lui. Alors que dans la relative, l'outil introducteur a bien une fonction. Alors, regardons cela d'un peu plus près. D'abord, le cas des subordonnées introduites par un mot subordonnant. Bon, donc, soit le mot subordonnant est un pur outil grammatical, on a affaire aux subordonnées complétives. Et là, dans les subordonnées complétives, on peut distinguer conjonctive et interrogative indirecte totale. La subordonnée conjonctive, donc c'est la subordonnée introduite par que, comme dans « je crois qu'il va faire beau », et la subordonnée interrogative indirecte, je dis totale parce que
elle correspond à une interrogation totale. Elle est introduite par si, comme dans je me demande s'il va faire beau. Pourquoi totale? Ça s'oppose aux interrogations totale partielle. Une interrogation totale, on peut répondre par oui ou par non. Par exemple, est-ce que tu as faim? Oui ou non. D'accord. Une interrogation partielle, ça va être par exemple pourquoi tu fais ça? Bon, là on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc ça c'est une interrogation partielle qui porte sur un seul élément. Donc la subordonnée en si, ici, la subordonnée interrogative en si, elle, c'est une interrogation totale. Donc c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte totale. Ça, ce sont les deux premiers cas. Donc vous voyez, ça c'est un choix de terminologie. On distingue deux types de complétives, la conjonctive et l'interrogative indirecte totale. Mais très souvent, on trouve des grammaires qui disent conjonctive ou complétive indifféremment. Bon, ça c'est un choix de cette terminologie, de dire bon, il y a deux complétives qui sont ces deux types-là. Ensuite, donc, deuxième cas, on l'a vu, le mot subordonnant est une conjonction de subordination qui indique la relation de la principale à la subordonnée. Il n'a pas non plus de fonction dans la subordonnée, donc ce sont les circonstanciels, du type je sortirai quand tu auras fini, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Et puis troisième cas de figure, le subordonnant est un pronom relatif qui joue à la fois, donc, comme on l'a vu, un rôle subordonnant et un rôle pronominal. Et puis par ailleurs, il a une fonction dans la subordonnée. Donc par exemple, ces deux subordonnées ici, qui ont comme fonction d'être des expansions nominales de homme, autrement dit, qui sont des épithètes de homme, elles ont la même fonction, mais leur pronom relatif introducteur n'a pas du tout la même fonction. Que est de fonction complément d'objet devoir. Tu as vu quelqu'un qui est que, l'homme, donc c'est OD devoir, alors que qui te parlait, c'est l'homme te parlait, donc qui est sujet de parler. Et puis enfin, on a les propositions subordonnées sans mot subordonnant, avec trois types ici. Donc la subordonnée infinitive, vous voyez, j'entends l'oiseau chanter. Bon, c'est un peu problématique. On a déjà un tout petit peu parlé de la proposition subordonnée infinitive. Hein. Mais ici, ce qui la caractérise, la subordonnée infinitive, c'est qu'elle a un sujet propre. Donc il y a quelqu'un qui entend et quelqu'un d'autre qui chante. Hein. Il y a le je qui entend et l'oiseau qui chante. À partir du moment où chanter a un sujet différent de je, eh bien, on va pouvoir analyser la construction comme une subordonnée infinitive. Mais voyez que cette subordonnée, elle n'a pas d'outil de subordination. Bon, c'est la même chose pour la subordonnée participiale, hein, le chat partit, les souris dansent. Il faut aussi qu'il y ait un sujet, un agent, disons, spécifique pour le verbe de la subordonnée. Et puis ensuite, il y a la proposition subordonnée interrogative indirecte, mais partielle cette fois-ci, non plus totale comme tout à l'heure. Je me demande qui chante. Alors pourquoi je l'analyse comme ça? Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de subordonnant? Parce que vous allez me dire, il y a qui introduit? Oui, mais qui n'est pas un outil de subordination? Parce que si vous posez la question sans être dans une subordonnée, vous allez dire qui chante? Point d'interrogation. Donc le qui est simplement un pronom interrogatif, sujet de chanter, mais qui est indépendant de la subordination. Hein? Donc, qui, ici, ne joue pas du tout un rôle de subordonnant. Alors, c'est compliqué, hein, parce qu'effectivement, le qui est un pronom relatif, donc ici, c'est un pronom interrogatif qui est le même que dans qui chante. Voilà. Dans une phrase comme celle-ci. Vous avez une proposition indépendante. Si vous demandez qui chante, vous entendez du bruit et vous dites qui chante. Bon. Vous avez une phrase indépendante avec un verbe conjugué et un pronom interrogatif sujet. Exactement comme dans il chante. Sauf que ici, c'est une interrogation, donc on utilise un pronom interrogatif. Donc, qui chante est indépendant, autonome, et lorsque vous dites « je me demande qui chante », vous introduisez cela
comme complément d'objet de demander. Mais le qui n'est pas venu comme un outil subordonnant. Pareil. Oui. Ça va être un adverbe interrogatif. Alors, une petite remarque. Alors, attendez, il faut que j'efface... Mais une remarque sur laquelle je vais passer assez vite parce que j'ai déjà évoqué ce problème précédemment. Donc, l'idée ici, c'est de préciser que la subordonnée inclut le mot subordonnant. La subordonnée, par exemple, dans « je crois qu'il va faire beau », elle commence là. Qu'il va faire beau. C'est ça la subordonnée. D'accord ? Mais, lorsque, vous vous souvenez, je vous ai dit à plusieurs reprises, une subordonnée, c'est une phrase incluse dans une autre phrase. La phrase incluse n'inclut pas, elle, le subordonnant. Dans « je crois qu'il va faire beau », la phrase qui est incluse à l'intérieur de « je crois qu'il va faire beau », c'est « il va faire beau », sans la subordonnée. D'accord ? Donc, on voit bien que, d'ailleurs, c'est un trait, je ne sais pas si vous avez remarqué, du français très contemporain, que d'effacer parfois la conjonction de subordination. Et on entend beaucoup aujourd'hui « je crois il va faire beau », au lieu de « je crois qu'il va faire beau ». Donc on efface, un peu comme en anglais, parce qu'en anglais, le that est beaucoup moins obligatoire que le que en français en principe. Mais très curieusement, il y a une tendance, alors je ne sais pas si elle va s'installer, on peut pas, c'est difficile à dire, mais il y a une tendance aujourd'hui à l'effacement de la conjonction de subordination. Il reste que cette conjonction fait partie de la subordonnée, mais doit être traitée séparément de la phrase incluse. Alors, quand on parle de la proposition principale dans la grammaire scolaire, pour une phrase comme « je crois qu'il va faire beau », une habitude qui a été prise et qui est assez mauvaise, je trouve, c'est de dire que la proposition principale, c'est « je crois », et la subordonnée, c'est « qu'il va faire beau ». Alors, ce qui pose problème là, c'est un peu faux, parce que « je crois » tout seul, si on présente les choses comme ça, on a l'impression que ce n'est pas une relation d'inclusion, mais une relation de juxtaposition. On a l'impression que la subordonnée, elle est après la principale. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la structure, la phrase principale, c'est « je crois X », je crois quelque chose. Il y a un COD du verbe croire. C'est ça la principale, je crois quelque chose. Et en fait, la subordonnée, elle est incluse à la place du X. Alors, on n'est pas obligé de dire je crois X, mais je pense qu'on peut habituer les élèves à remplacer la subordonnée, à dire je crois quelque chose. Quelle est la principale ? Je crois quelque chose. À mon avis, c'est beaucoup mieux pédagogiquement de dire cela, je crois quelque chose, plutôt que je crois, pour dire quelle est la principale. Comme ça, ils ont bien toujours en tête l'idée que quand on met une subordonnée, on met une phrase à la place d'un mot, en gros, pour le dire simplement. On met une phrase à la place d'un mot. Une phrase a un statut de mot, un statut de COD. Si je crois quelque chose, qu'il va faire beau. Et pour que cette phrase puisse avoir un statut de mot, on a besoin de cet outil de subordination, qui est en fait l'outil qui permet de transformer cette phrase « il va faire beau » en mot comme COD. C'est-à-dire, c'est l'outil de subordination, l'outil qui permet de faire l'inclusion de la subordonnée dans la principale. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose un premier exercice de repérage. Alors, j'ai tiré le texte, je vais vous donner le texte pour
analyser les subordonnés, les différents types de subordonnés, juste les identifier sans entrer dans le détail, parce que ensuite je vais poursuivre le cours et vous donner plus de détails dans l'analyse, parce que ensuite il y a différentes fonctions décompletives, il y a différents types de subordonnées relatives, etc. Donc après, chaque catégorie, on peut les subdiviser, hein, mais avant de les subdiviser, je préfère m'assurer que vous avez bien compris et que vous pouvez identifier ces différents types de subordonnées à partir d'un texte. Alors je vais vous distribuer le texte. C'est quoi? Par une matinée pluvieuse. Alors, ce que je vous demande pour cet exercice, c'est simplement de repérer les subordonnées et simplement de dire, sans plus d'analyse, est-ce que c'est une subordonnée, je vais vous remettre la liste, une subordonnée complétive, circonstancielle, relative ou sans conjonction de subordination. D'accord? Bien, ça va? Vous avez eu le temps de terminer? Combien vous en trouvez de subordonnées au total? Pour avoir un ordre d'idée. Combien? 6? Ah, beaucoup plus. « 12 » Oui. En principe, si je... Bon. En principe, il y en a une douzaine, hein, 12. Voilà. Alors, on va commencer... Daniela, vous lancez le... La première, oui. matinée pluvieuse du mois de mars, un jeune homme soigneusement enveloppé dans son manteau se tenait sous l'auvent d'une boutique en face de ce vieux logis qu'il examinait avec un enthousiasme d'archéologue. Voilà. Là, il y a une proposition principale, jusqu'à de ce vieux logis, je crois, parce qu'il y a le verbe de se souvenir. Et après, nous avons une complétive introduite par un pronom relatif que. Alors, là, il y a un truc qui ne va pas dans ce que vous venez de dire. Une complétive introduite par le pronom relatif que. Ah non, bon, alors par à l'envers. C'est une relative. Voilà, hein, une relative. C'est la relative introduite par le pronom relatif que. Oui. Et qui a un antécédent, mais je ne suis pas sûre si c'est le biologie ou la boutique. Oui. Moi, je dirais le biologie parce que c'est par proximité. Oui. Mais Ça. Sous le vent d'une boutique, en face de ce biologie qu'il examinait avec un enthousiasme d'archéologue. C'est difficile, hein. En effet. Donc il y a une hésitation sur l'antécédent qui est justifiée, mais maintenant, d'accord, c'est une relative, hein, pas de problème. Donc qu'il examinait avec un enthousiasme d'archéologue. Reste à identifier l'antécédent, mais quelle est la fonction du pronom relatif que? Complément d'objet direct. Voilà, hein, complément d'objet direct de examiner. Donc, il examine quoi au juste? Donc, on va relire la phrase. Par une matinée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous l'auvent d'une boutique. Donc, sous l'auvent d'une boutique, en face de ce vieux logis, qu'il examinait avec un enthousiasme d'archéologue. Je pense, comme vous, que l'antécédent, c'est quand même ce vieux logis, hein, qu'il examine, et pas la boutique. Alors, plus après, si on continue la lecture, on va voir que c'est biologie, parce qu'on a la description de... Oui, oui, c'est vrai, en plus, oui, vous avez raison, parce qu'ensuite on a, à la vérité, ce débris de la bourgeoisie du XVIe siècle offrait à l'observateur, à chaque étage une singularité, ça ne peut pas être la boutique, là, qui a plusieurs étages. Hein, donc. Et en effet, la description qui suit, très classiquement, est introduite par un verbe de vue. Hein. Il examine le logis, et le romancier, juste après, nous fait la description. Donc, le personnage regarde quelque chose, on nous dit qu'il est en train de regarder quelque chose, et ensuite on nous fait une description. Il est très courant qu'un texte descriptif apparaisse dans un roman, enfin
une séquence descriptive, disons, apparaissent dans un roman, juste après avoir introduit un verbe de vision. Il voit, il regarde, il examine, etc. Et ensuite on a la description. Donc c'est une très juste remarque, il suffit de regarder la suite pour voir que ça ne peut être que le logis et pas la boutique. Donc, antécédant ce vieux logis qu'il examinait, donc la fonction c'est l'épithète de logis, hein, mais ça on verra le détail par la suite. Alors, ensuite, Carolina, pour la suivante. Donc ça c'était la première. Dans la deuxième phrase, à la vérité de la main, il n'y a pas. Non, il n'y en a pas. Et puis la troisième, une familiarité aux premières 4 fenêtres longues, étroites, rapprochées l'une de l'autre, avec des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire des jours douteux à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Voilà. Alors, si vous avez des difficultés de compréhension du texte, hein, n'hésitez pas à me le dire, s'il y a des mots un peu compliqués. Donc, vous voyez la situation, hein, concrètement. C'est-à-dire, on a une description. À chaque étage, il y a une particularité, une singularité. Donc, on nous donne la particularité du premier étage. 4 fenêtres longues, étroites, rapprochées l'une de l'autre, avec des carreaux de bois dans leur partie inférieure. Un jour douteux. Alors, c'est-à-dire c'est une lumière faible. Hein. Un jour douteux, c'est-à-dire la lumière du jour est affaiblie par les carreaux en bois. Parce que, évidemment, s'il y a des carreaux en bois aux fenêtres, ça bloque la lumière. Hein. Donc, ouais, dans la partie inférieure des fenêtres. D'accord ? Donc, ça enlève un peu de lumière. Et à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands, c'est-à-dire que le marchand, les chalands, ce sont les clients, hein, c'est un terme un petit peu ancien pour dire les clients, grâce à cette lumière un peu faible, le vendeur de tissus ou d'étoffes obtient une couleur sur ces étoffes qui plaît aux gens, parce que les étoffes ne sont pas en pleine lumière. Bon. Voilà, c'est ça le sens de la phrase. Alors, là, vous voyez quoi en termes de subordination ? Il y a le verbe avait, le verbe prêt, et donc on a une proposition principale qui va jusqu'à jour douteux. Oui. Et puis à partir de à la faveur duquel à la fin. D'accord. Alors, juste une particularité. On a, dans la première partie de la phrase au sens graphique, une sorte de phrase, alors qu'on appellera, je vous expliquerai ça plus tard, une phrase atypique. À chaque étage, une singularité. En fait, là, il y a déjà une phrase. Sauf que le verbe est absent. C'est une phrase averbale. Hein. À chaque étage, il y avait une singularité, par exemple. Hein. Bon, et ensuite, on a une deuxième proposition qui est coordonnée, qui est juxtaposée, pardon, avec 2 points. Bon, au premier étage, donc 4 fenêtres, avaient des carreaux de bois, etc. Ça, c'est la principale. Hein. Afin de produire ce jour douteux, attention, là, c'est afin de produire, c'est pas une subordination, puisqu'on a de l'infinitif, et on n'a pas un sujet propre. Hein. Donc, on a bien de la subordination uniquement à partir à la faveur duquel. Alors, quel type de subordonné ? Ouais. C'est vrai que on n'a pas vu tous les pronoms relatifs, mais duquel, lequel, laquelle, duquel, c'est un pronom relatif. Alors, c'est là où ça se complique. Hein. C'est là où il faut reconstituer la phrase avant qu'elle soit relative. Donc, alors attendez, je vais me remettre sur le texte.
Donc, voilà. À la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Donc, la phrase, c'est un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands à la faveur du jour douteux. D'accord ? Duquel, c'est à la faveur du jour douteux. D'accord ? Donc, vous imaginez que la phrase, commence là. Un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands à la faveur d'un jour douteux, ou de ce jour douteux. Donc, à la faveur de ce jour douteux, à la faveur de, va être ici un complément circonstanciel. Hein, d'accord ? Donc, le pronom relatif ici, il est de fonction complément circonstanciel. Alors, il est vrai que c'est une construction un petit peu compliquée, pas du tout typique, mais on a bien une relative. La fonction du pronom relatif est d'être complément circonstanciel, mais l'antécédent duquel c'est ce jour douteux, et la relative elle-même, elle est une qualification du jour. C'est le jour, il est douteux, et puis on lui donne une propriété. C'est grâce à ce jour douteux que le marchand peut un peu tromper ses clients. Donc la relative tout entière, à la faveur duquel, etc., la relative tout entière est une expansion du nom jour. Mais le pronom relatif duquel, on l'a vu, est complément circonstanciel. Donc là, je reconnais, c'est un exemple difficile. Hein. Donc ça n'est pas étonnant si vous trouvez ça un peu compliqué. Duquel complément circonstanciel, ou c'est plutôt à la faveur duquel c'est grâce à... Oui. À la Oui, c'est bien sûr. Oui, c'est l'ensemble qui va être complément circonstanciel. Hein, à la faveur duquel. Oui. Oui, c'est une subordonnée relative. De toute façon, là, on ne peut pas hésiter parce que duquel, toutes les formes en lequel, laquelle, duquel, auquel, desquels, ce sont obligatoirement des pronoms relatifs. Donc là, quand on a une forme comme ça, c'est sûr qu'on a affaire à une subordonnée relative. Alors, la suivante. Brenda ? Non, il n'y a pas de subordonnée. Il y a deux propositions coordonnées. Et après, la fenêtre de second étage, dans les jalousies prélevées et sévoirs, au travers des pancartes en verre de poème, des petits rideaux de mosaïques en pouce, ne leur intéressait pas davantage. Oui. Et là, j'ai mis la subordonnée à partir de don. Oui, de don jusqu'à où? Jusqu'à mousseline rousse, oui. Hein. Donc, les fenêtres, en fait, si on enlève cette subordonnée qui caractérise les fenêtres, la phrase simplifiée, ce serait les fenêtres du second étage ne l'intéressaient pas davantage. Et toute la subordonnée ici vise à donner une information au sujet de fenêtres ou fenêtres du second étage. Alors, d'accord pour la délimitation de la subordonnée. Maintenant, quel type de subordonnée? Oui, c'est une subordonnée relative. Donc, et dont et à quelle fonction? C'est pas facile. Hein. Alors, essayez de reconstituer la phrase, comme je vous disais, en remplaçant le pronom relatif par son antécédent. Ça donnerait quoi? En fait,
quel est l'antécédent? Non, c'est pas un COD. Non, mais d'abord, il faut voir quel est l'antécédent. C'est fenêtre du second étage, on est d'accord? Ou fenêtre, si vous voulez. Hein, peu importe, là. Donc, essayez de mettre ce mot fenêtre à l'intérieur de la relative pour reconstituer. Ça donne quoi? Exactement. Donc ça donne les jalousies des fenêtres du second étage. Les jalousies relevées des fenêtres du second étage laissaient voir. D'accord? Donc le don est complément du nom jalousie. Très bien. Alors, oui. Don est complément du nom les jalousies. Parce que ça veut dire les jalousies des fenêtres du second étage, et des fenêtres du second étage est remplacé par don. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile. Il faut absolument remplacer le pronom par son antécédent pour pouvoir trouver la fonction. Sinon, c'est trop difficile. La fonction du pronom relatif. Mais, encore une fois, la relative elle-même, elle est expansion de fenêtre. Donc, ayez bien en tête cette distinction entre la fonction de la subordonnée relative et la fonction du pronom relatif. Alors, si vous voulez, je termine parce que je vois que l'heure passe là. Donc, on a ensuite une autre subordonnée du même genre. Son attention se portait particulièrement au troisième sur d'humbles croisés, dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d'être placé au Conservatoire des Arts et Métiers pour indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Donc là, jusqu'à la fin de la phrase, depuis « dont le bois » jusqu'à la fin de la phrase, c'est une autre subordonnée relative. Dont est aussi complément du nom bois, hein, ça veut dire le bois décroisé. Hein. Mais l'ensemble de la relative est une expansion de croisé. Ensuite, ces croisés avaient de petites vitres d'une couleur si verte que, dans son excellente vue, le jeune homme n'aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Alors là, dans cette phrase, on a deux subordonnées. Alors on a une première subordonnée un peu compliquée avec, mais on verra ça la semaine prochaine, une corrélation, donc si verte que, si que. Hein. Donc là c'est une subordonnée qui est circonstancielle, bien qu'on ait que, parce qu'on a le si qui va avec. Hein. C'est-à-dire il y a quand même une idée d'intensité là qui est exprimée par le si. Donc une subordonnée qui commence à que, donc, mais qui est annoncée par si verte que dans son excellente vue le jeune homme n'aurait pu apercevoir donc qui va jusqu'à la fin de la phrase, et à l'intérieur de cette subordonnée on a une subordonnée relative qui cachait les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient, donc l'antécédent ce sont les carreaux bleus, ou les rideaux, on aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus, non, ce sont les rideaux de toile qui cachaient les mystères de cet appartement. Donc l'antécédent du pronom relatif, les rideaux de toile à carreaux bleus, et cette relative, et le pronom relatif, il est sujet de cacher. Ensuite, on a parfois cette observation... Oui, je vous en prie. Une relative, une proposition subordonnée relative, et le pronom relatif qui, il est sujet de cacher. Voilà. Ensuite, on a parfois cet observateur ennuyé de sa contemplation sans résultat, ou du silence dans lequel... Alors là, il y a une subordonnée relative, dans lequel la maison était ensevelie. Le silence. Parfois, cet observateur ennuyé de sa contemplation sans résultat, ou du silence dans lequel
la maison était ensevelie ainsi que tout le quartier, abaissait. Donc la principale, c'est parfois cet observateur ennuyé de sa contemplation sans résultat ou du silence abaissait ses regards vers des régions inférieures. Et on a une subordonnée relative dans laquelle la maison était ensevelie ainsi que tout le quartier, qui est donc une subordonnée relative dont l'antécédent est silence. Et le pronom relatif, zut, il faut qu'on libère la salle. Le pronom relatif a une fonction d'être, vous voyez, la maison était ensevelie dans le silence. Donc on peut dire, sans aller trop chercher dans le détail, que c'est un genre de complément circonstanciel. Bon, écoutez, tant pis, je vais arrêter là parce qu'il y a un cours après et donc il faut qu'on libère la salle. Je terminerai la correction au début de l'heure suivante. Voilà. Merci de votre attention. On y reviendra. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser la semaine prochaine.